Aujourd'hui, on va faire une révision, une petite révision sur la physiologie du système urinaire. Du système urinaire. Normalement, j'ai répondu à une soixantaine de questions qui m'ont été adressées sur mon email. Je ne sais pas si tout le monde est convaincu ou non, mais cette révision pourra aussi répondre à quelques questions qui sont très importantes. Et je suis très heureux d'avoir reçu tout ce nombre important de questions. L'essentiel, c'est que tout le monde comprend ce qu'on est en train de faire. Le premier cours de physiologie du système urinaire était généralité sur le système urinaire. Le système urinaire, on a dit que c'est le rein, c'est l'arbre urinaire, c'est les urtères, la vessie et l'urètre enfin. Le rein, c'est un organe indispensable à la vie. On peut pas vivre sans rein. On ne peut pas vivre sans rein. C'est pour cela qu'il est dit par les savants, par les physiologistes, qu'il est indispensable à la vie. Quelles sont ses fonctions? Donc, il en a plusieurs fonctions. La première, c'est l'homéostasie hydroélectrolytique. L'homéostasie acido-basique, phosphocalcique, tension artérielle. Ce n'est pas seulement l'homéostasie qui est très 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 importante, aussi l'épuration des déchets endogènes et exogènes. En plus d'une activité endocrine par la sécrétion de l'enzyme rénine et de la vitamine D3 d'activation et de l'érythropoïétine et paracrine par différentes substances paracrines qui sont déversées, bien qui sont synthétisées au sein du rein. Et qui interviennent dans les phénomènes de régulation, comme dans les phénomènes inflammatoires, etc. En plus d'une fonction importante dont le rein participe, c'est la néoglucogénèse. Néoglucogénèse et non pas glycogénolyse. Néoglucogénèse à partir d'acides aminés, à partir de l'acide lactique, à partir du glycérol. C'est la nouvelle génération de glucose, la nouvelle synthèse de glucose. En parlant de ces fonctions, lorsqu'il y a une défaillance, surtout chronique, même aiguë, on aura des problèmes de ces fonctions. On aura un dysfonctionnement du rein. Par exemple, donc on aura une hyperkaliémie, une augmentation du potassium, qui est sécrétée par le rein, dont le rein participe à son homéostasie. Les œdèmes, donc l'eau aussi, l'acidose, l'hypertension artérielle, l'accumulation des toxines, donc un dysfonctionnement du rein, surtout s'il est chronique, donc il y aura accumulation de toxines, accumulation de médicaments, accumulation de déchets métaboliques, comme par exemple l'acide urique, donc qui entraînera une maladie qui est appelée goutte. En plus, le déficit en érythropoïétine va nous donner donc ce qu'on appelle l'anémie. L'anémie, dont le mécanisme donc est plus complexe. En plus de l'ostéoporose à cause de cette vitamine D qui n'a pas accompli son itinéraire. L'itinéraire, c'est l'activation au niveau du rein. S'il n'y a pas cette enzyme responsable de l'activation de la vitamine D, parce que le rein, donc, il est déficient, il est malade, donc on aura ce qu'on appelle un os poreux, un os qui est fragile. Toutes ces fonctions sont dues à cette structure, à la structure particulière du rein, à la structure particulière qui est formée d'une médulaire formée de pyramides de Malpighi, etc. Et un cortex qui entoure ces pyramides.
Et on a parlé aussi de néphrons corticaux et de néphrons juxtamédulaires. Les juxtamédulaires, donc, qui ont été apparus, dont la fonction a été apparue presque dans le dernier cours de la concentration et dilution des urines. Et le néphron en lui-même, il est formé d'un tube contourné proximal, dense de 1 lait, tube contourné distal, tube collecteur, avec une histologie fonctionnelle particulière de chaque segment. Le tube contourné, donc, il y a une muqueuse particulière avec des microvillosités, de l'ATP, etc., bien des mitochondries, etc. Donc, ça va nous guider donc vers le fonctionnement de chaque segment. En plus, l'once de lait donc a une once fine descendante et une petite ascendante, puis une once large, une large ascendante, avec une vascularisation aussi particulière, venant donc de l'artère rénale, l'artère interlobaire, l'artère archée, l'artère interlobulaire, les artères interlobulaires, puis les artérioles afférentes, glomérules, la capillaire donc qui entre dans la capsule de Bowman, dans le corpuscule de Malpighi, puis l'artériole efférente, puis on aura donc ce qu'on appelle les capillaires péritubulaires, surtout pour les néphrons corticaux, alors que les vasa recta pour les néphrons juxtamédulaires, qui se prolongent donc le long de la médulaire des pyramides de Malpighi, vers la pointe. Et cet os qui forme aussi, donc, qui est sous une forme en épingle à cheveux, c'est une caractéristique, c'est vrai, histologique, mais fonctionnelle aussi. Fonctionnelle et aussi, on l'a vu dans le dernier cours, pour la concentration et la dilution de l'eau. En plus d'un appareil qui est appelé appareil juxtamédulaire, dont la fin de l'once de 1 lait, la branche ascendante large de l'once de 1 lait, va passer entre les deux artérioles, afférentes et efférentes, avec des cellules, avec modification des différentes cellules, soit du tubule, soit des deux artérioles, et qui auront des activités chemorécepteurs et barorécepteurs. Donc cet appareil, elle est très importante. En plus, bien sûr, de l'innervation sympathique du rat. Et de cette région surtout. On a parlé dans le premier cours aussi du débit sanguin rénal. Vascularisation, ça veut dire qu'il y a un débit sanguin rénal qui varie proportionnellement avec la différence de pression, alors qu'il est inversement proportionnel donc à la résistance. Si la résistance augmente, résistance vasculaire, si la résistance vasculaire augmente, le débit sanguin diminue. Et inversement, si la résistance diminue, le débit sanguin augmente. Bien sûr, donc avec une pression constante. Et inversement, lorsque la pression augmente, le débit sanguin augmente et pression diminue, le débit sanguin rénal diminue. Généralement, dans le cas normal, donc c'est 20 à 25% du sang qui est dédié, du débit cardiaque qui est dédié donc aux deux reins. La répartition intrarénale, donc elle n'est pas uniforme, mais 90 à 10%, 90 pour le cortex et 10% pour la médulaire. Les chiffres qu'on est en train de donner, ce ne sont pas des chiffres mathématiques donc à apprendre par cœur, mais il faut savoir que 90, ça veut dire la majorité du débit sanguin, elle est dédiée au cortex et une minorité qui est dédiée à la médulaire. Et le débit sanguin rénal, donc parfois vous trouverez dans des références 80%, 20%, 85, 15, etc. Le débit sanguin rénal est égal au débit plasmatique rénal sur 1 moins l'hématocrit, et ça on l'a vu, et il est généralement, donc il varie entre 1100
1100 à 1300 millilitres par minute. Millilitres par minute. Lorsque le débit sanguin, le plasmatique rénal varie donc entre 600 et 650 millilitres par minute. Comment qu'on a pu dire que le débit plasmatique rénal, c'est par la mesure, aux clairances. Grâce aux clairances. Grâce aux clairances. Clairance rénale au pH. La régulation. On a dit que le débit sanguin varie inversement à la résistance. Ça veut dire, résistance vasculaire, c'est la vasomotricité. Lorsqu'il y a une vasoconstriction, il y aura une augmentation de la résistance. Lorsqu'il y a une vasodilatation, il y aura une diminution de la résistance. Et lorsqu'il y a une diminution de la résistance, donc des débit sanguin rénal va augmenter. Lorsqu'il y a une augmentation de la résistance, le débit sanguin rénal va diminuer. Cette régulation, elle est autonome et paracrine au début. Au début, lorsque les tensions, bien les pressions varient donc entre 80 pressions artérielles moyennes. Pression artérielle moyenne. Donc entre 80 et 180, il y a intervention de phénomènes myogènes, musculaires myogènes, donc qui vont varier cette vasomotricité. Donc grâce à l'étirement, ou bien grâce au rétrocontrôle tubulo-glomérulaire. Rétrocontrôle tubulo-glomérulaire. Donc c'est l'intervention de l'appareil de juxtaglomérulaire. La régulation du débit sanguin rénal fait intervenir aussi le système sympathique et l'ADH. Et l'ADH lorsqu'on est au-delà de 80 et 180. Régulation intrinsèque et extrinsèque. En dernier, donc dans le cours de généralité, l'urine, donc normalement c'est 1,5 à 1,5 litres par jour. L'osmolarité urinaire, elle varie de 50 à 1200 milliosmoles par litre. Le pH entre 4,8 acide à 8 à 8. Et plusieurs composants. Elle est formée, cette urine, elle est formée après filtration, réabsorption et sécrétion. Et on a dit donc dans la conclusion que l'hygiène de vie préserve nos reins. Donc une hygiène de vie, une alimentation équilibrée, une activité physique selon l'état du sujet, donc, et aide à nous préserver nos reins. Pour le deuxième cours, on a fait la filtration glomérulaire. C'est quoi la filtration glomérulaire? C'est un transfert unidirectionnel plasmatique, sans protéines, c'est du plasma qui va passer, sans protéines, selon un gradient de pression, à travers un endothélium capillaire, une membrane basale chargée négativement, un épithélium viscéral de la capsule. La surface, donc, elle est à peu près de 0,8 m², perméabilité, elle est 50 fois celle du muscle, et présence de la plus haute pression dans le corps. La pression hydrostatique à ce niveau, elle est 50 fois celle du muscle. Elle est plutôt, c'est la haute pression dans le corps. Le débit cardiaque, quand il est donc de 5 litres par minute, le débit sanguin rénal, c'est à peu près 1 litre par minute. Et le débit plasmatique rénal, 0,6 millilitres par minute. Le débit de filtration glomérulaire, il est donc 125 millilitres par minute. C'est à peu près 20% du débit plasmatique rénal. 125 sur 600, voilà. Ici, c'est 0,6 litres et non pas millilitres. C'est 600 millilitres. On va corriger.
0,6 litres par minute, DFG égale 125 millilitres par minute. C'est 0,125 litres par minute. C'est à peu près 20% du débit plasmatique rénal. Et la diurèse, elle est combien? Donc 1 à 1,5 à 2 litres par jour. L'ultrafiltrat, comment qu'il est? L'ultrafiltrat, il dépend de la taille de la substance, entre 4 et 8, moins de 4, donc elle va passer normalement, entre 4 et 8 et plus de 4, donc il y aura d'autres choses. Poids moléculaire, kilodalton, la charge positive et négative, cation ou anion, et chaque jour, 3 litres de plasma est filtré. 3 litres de plasma est filtré. Il filtre combien? 60 fois. 3 litres de plasma. 5 litres de sang, 3 litres de plasma. « 3 litres de plasma est filtré 60 fois par le rein. Ça veut dire 60 fois 3, donc c'est 180 litres de plasma qui est filtré. Vous voyez l'importance, donc l'importance du rein, des deux reins. Donc c'est 180 litres de plasma qui est filtré par les deux reins. Donc on doit savoir est-ce que nos reins fonctionnent normalement ou non. Par quoi? Par le biais de quoi? Par le biais de la détermination du débit de filtration glomérulaire. Si le débit de filtration glomérulaire est basse, ça veut dire qu'on est en phase de défaillance rénale, d'insuffisance rénale, soit aiguë ou chronique. Lorsque le débit de filtration glomérulaire il est normal, on dit que le rein donc fonctionne normalement. Normalement, le rein doit filtrer jusqu'à 180 litres de plasma par 24 heures. Quels sont les déterminants de ce débit de filtration? Le débit de filtration, donc, il est égal à KF fois PUF. KF, donc, c'est une constante de filtration, fois la pression d'ultrafiltration ou bien pression nette de filtration, PNF ou PUF. Le KF, donc, c'est la surface de filtration, fois la perméabilité qui est un coefficient de perméabilité, qui est plus important dans le rein, fois la PEF, c'est quoi? C'est la pression hydrostatique au niveau des capillaires, moins la pression hydrostatique au niveau tubulaire, moins la pression oncotique au niveau des capillaires glomérulaires. Ce qui est en moi, c'est des forces qui vont contre le transfert, contre la filtration. La pression hydrostatique tubulaire donc va contrer la filtration avec la pression oncotique qui règne au niveau des capillaires glomérulaires. Alors que la pression hydrostatique, c'est elle qui va forcer la filtration glomérulaire, si on peut dire. Comment on mesure ce débit de débit de filtration? Comment on mesure ce débit de filtration glomérulaire qui nous renseigne sur la fonction rénale? Donc on doit utiliser des substances. Une substance donc, qui peut mesurer avec plus de précision, le débit de filtration glomérulaire, si bien une substance qui doit être donc toxique, qui doit être librement filtrée, non réabsorbée, non sécrétée, et non métabolisée, et non accumulée. Et facile, bien sûr, à doser. Une telle substance répond donc à cette règle. La quantité filtrée égale la quantité excrétée. La quantité filtrée, donc, c'est quoi? C'est le débit de filtration glomérulaire, qui est en millilitres par minute, fois la concentration de la substance dans le plasma, qui est en milligrammes par millilitre. Égale à la quantité filtrée, qui est le débit urinaire, fois la quantité de la substance dans l'urine. L'urine, bien sûr, des
par minute, donc en milligrammes par 24 heures, milligrammes par litre, et millilitres par minute. Le résultat, c'est un débit de filtration, donc le débit de filtration glomérulaire égale V fois U sur P, égale la quantité excrétée, QU, sur P, sur la quantité de la substance, sur la concentration de la substance dans le plasma. Égale C. C'est quoi C? C'est la clairance. C'est la clairance de cette substance, qui est le volume virtuel du plasma, totalement épuré de la substance par unité de temps. On ne doit pas oublier l'unité de temps, par unité de temps. Rapporté bien sûr à la surface corporelle. Rapporté à la surface corporelle, et on a dit pourquoi. Quelles sont les substances qui répondent à ces exigences, à ces caractéristiques? On a l'énuline, qui est une mesure plus précise de la fonction rénale, et on a un métabolite endogène qui est la créatinine. Ces deux répondent mieux aux critères de mesure plus précise du débit de filtration glomérulaire. On peut tenter de mesurer avec d'autres substances, mais la mesure la plus précise et la plus spécifique, si on peut dire, c'est l'énuline en premier, donc, et la créatinine. Et parce que l'énuline, donc, elle n'est pas toujours donc sous notre main, donc on a la créatinine qui est un métabolite endogène. Et ce n'est pas toujours facile de quantifier l'urine, de mesurer la créatinine des 24 heures, de faire tout ça. On a des formules qui peuvent nous informer sur l'état, bien le fonctionnement rénal, sur la fonction rénale. C'est des formules. On a la formule de Cockcroft et Gold, on a la formule de MDRD, on a d'autres formules. Il n'y a pas que ces deux. La filtration glomérulaire, elle est régulée par les variations de R, de la résistance. C'est la vasomotricité, vasoconstriction et vasodilatation. Et aussi par la variation des pressions. Pression hydrostatique. Le but de cette régulation, c'est quoi? C'est de stabiliser le débit sanguin rénal et de stabiliser aussi le débit de filtration glomérulaire. On a besoin d'un rein qui fonctionne. Donc, c'est le but de cette régulation. Donc, il y aura une régulation autonome, autorégulation, par un mécanisme myogène, étirement, etc., relâchement, étirement, et un mécanisme rétrocontrôle tubulo-glomérulaire, l'appareil de Golgi, donc la composition du liquide tubulaire, surtout en NaCl, qui va intervenir dans cette régulation ou bien intrinsèque, ou bien autonome. Une autorégulation. Si la pression dépasse, c'est la pression artérielle moyenne. La pression artérielle moyenne, qui est égale à la pression systolique plus 2 diastolique sur 3, au-delà de 80 ou 180, il y aura intervention des mécanismes extrinsèques, nerveux, adrénaline et hormonal, un système rénine-angiotensine, aldostérone et autres. Et autres donc intervenants, paracrine agissant sur le KF, FAN qui augmente le débit de filtration glomérulaire, son débit sanguin rénal. Il y a même d'autres qui agissent sur le débit de filtration glomérulaire. Ce n'est pas une régulation, mais ça
ça influe sur le débit de filtration, donc par exemple la caféine et la théine. Donc la caféine donc, entraîne une augmentation du débit de filtration glomérulaire, comme le FAN, etc. Comme le facteur atriurétique, bien atrial natriurétique. Ça c'est pour la filtration glomérulaire. Et on est entré dans les fonctions tubulaires. Les fonctions tubulaires, on a commencé on devrait donc commencer par les moyens d'étude. Les moyens d'étude, donc on a cité la diurèse interrompue, les microponctions, on a fait des schémas qui résument ces deux techniques de laboratoire utilisées chez les animaux, chez les mammifères. Et une autre méthode, donc c'est la méthode d'éclairance. Méthode d'éclairance qui est une méthode globale et indirecte. Et on a vu que la clairance du glucose, donc elle est de 0 ml par minute, et c'est toujours millilitres par minute. La clairance du pH, elle est de 600 ml par minute par 1,73 m². Vous trouvez parfois 1,75 m, donc c'est presque la même chose. Mètre carré. Ce n'est pas la même chose, mais certains auteurs parlent de 1,75 m alors d'autres 73. La clairance de l'énulé, donc, elle est de 125 ml par minute, par 1,73 m². Et d'après ce débit de filtration de bien cette clairance, on a pu stadifier l'insuffisance rénale chronique. Entre 90 et 120, donc c'est stade 1, 90, 60, c'est stade 2, 60, 30, stade 3, 30, moins de 30, stade 4, et moins de 15, donc c'est une insuffisance rénale terminale dont elle nécessite de la dialyse à vie. Lorsqu'elle est de moins de 60, ça veut dire que 50%, donc voilà, 50% des néphrons sont détruits. Voilà, et on a la clairance de l'urée. La clairance de l'urée qui est à peu près de 70 ml par minute. Clairance de pH 600 ml par minute, 125 ml par minute pour l'énuline, et pour l'urée c'est 70 ml par minute. On a vu aussi que l'urine peut être diluée, ça veut dire que l'osmolarité varie donc entre 50 et 300 milliosmoles par kilogramme, diluée, et l'ADH donc à ce niveau, donc à cette urine diluée, donc elle est basse, concentration en hormones antidiurétiques, elle est basse. C'est pour cela qu'on a cette urine qui est diluée. Diluée, ça veut dire moins d'osmol. Donc, il y a plus d'eau libre que d'osmol. C'est entre 50 et 300. À l'inverse, lorsque l'urine elle est concentrée, entre 300 et 1200 milliosmoles, et on a dit au premier que l'osmolarité urinaire peut varier entre 50 et 1200 milliosmoles par kilogramme. Lorsque l'urine elle est concentrée, l'osmolarité, donc il y a plus d'osmoles dans les urines, il y a moins d'eau libre, ça veut dire qu'il y a intervention de l'hormone antidiurétique et la concentration d'hormone antidiurétique est élevée. Tout ça, on l'a vu dans le cours de moyenne d'études. Et on a parlé aussi du TM, du transfert maximum. C'est quoi le transfert maximum? C'est la quantité maximale. La quantité maximale d'une substance transférée par le tubule. Transférée, ça veut dire réabsorbée ou sécrétée. Il n'y a pas que le TM de réabsorption, mais il y a aussi le TM de sécrétion. Et ça concerne plusieurs substances. Par exemple, le TM de réabsorption du glucose, il est à peu près de 375 mg par minute. 375 mg par minute. Pour le glucose, ce n'est pas 1,8 g par litre. Non,
Le TM, le transfert maximal, c'est la quantité maximale de substance transférée par le tubule par unité de temps. Par unité de temps. Donc, on a oublié ici, mais il faut ajouter, donc, c'est une quantité de substance transférée, donc réabsorbée ou sécrétée, par unité de temps, par le tubule. Par exemple, pour le glucose, la quantité de glucose réabsorbée par unité de temps, c'est 375 mg par minute. Alors que celle du PAH, donc elle est de 80 mg par minute. 80 mg par minute. Et on est entré dans le cours des fonctions tubulaires par des diapos. Donc le premier donc était de dire que la réabsorption, c'est le mécanisme principal des transferts, bien des fonctions tubulaires. Et la réabsorption, c'est surtout au niveau proximal, tube contourné proximal, et on a dit qu'il y a ajustement au niveau des tubes distaux, des tubes contournés distaux, des tubes collecteurs. Cette réabsorption, donc, parmi les caractéristiques de cette réabsorption, c'est qu'elle est sélective. Alors que la filtration, au début, elle est peu sélective, bien non sélective. Si on peut dire. Parce que c'est du plasma qui va passer, sans protéines, c'est vrai, mais les autres vont passer. Bien sûr, selon la taille, selon la charge, etc. C'est ça donc qui va me dire donc qu'elle est peu sélective, que la filtration est peu sélective. Et les transferts généralement par réabsorption ou par sécrétion sont similaires à ceux des membranes du corps. Dont le cours des transferts membraneux sont donc est étudié normalement en première année. Les transferts simples, passifs et actifs, etc. Tout ça normalement. Les détails, donc c'est la première année. Donc passive par simple diffusion ou bien par diffusion facilitée et en plus par gradient de pression entre les capillaires péritubulaires et les tubules, et active primaire ou secondaire. Secondaire donc par le moteur qui est la sodium-potassium ATPase. Et on peut dire que le transport du sodium, il est actif. Il est actif pourquoi? De la lumière tubulaire vers le liquide interstitiel. Vers le liquide interstitiel par l'intervention de cette sodium-potassium ATPase. Mais on doit savoir que l'entrée, bien la réabsorption du sodium, du milieu luminal tubulaire, vers le tube, bien vers la cellule tubulaire, c'est une réabsorption qui est passive. Et j'ai reçu plusieurs questions sur cette question. Pourquoi on a dit un transport actif? Tout simplement parce qu'il y a cette sodium-potassium ATPase. Donc le sodium va être sécrété dans l'interstitium par cette pompe, rendant le milieu intracellulaire moins concentré en sodium, et c'est ça le cas. Donc il y aura une entrée passive de sodium par ces contre-transporteurs et par des canaux de fuite. Transport actif du sodium de la lumière tubulaire vers le liquide interstitiel. Bien sûr, on a parlé du TM de réabsorption du glucose, donc qui est de 375 et non pas 373 milligrammes par minute, qui correspond à 3 grammes par minute.
qui correspond à 3 grammes par litre, non pas par minute, à 3 grammes par litre. Si on va doser donc la glycémie, on va la trouver 3 grammes par litre. Et pour le 1 gramme 8, c'est quoi? C'est le seuil, c'est la valeur seuil. C'est à partir de ce seuil qu'il y a apparition de glucose dans l'urine. Bien sûr, donc le deuxième phénomène, c'est la sécrétion. Il y a une sécrétion des substances organiques, par exemple l'acide urique, par exemple d'autres acides organiques, et des électrolytes aussi, par exemple le potassium, avec aussi un TM, donc la sécrétion donc a aussi un transfert maximal. On a dit enfin, dans la conclusion, que la réabsorption et la sécrétion sont extrêmement organisées dans les différents segments et bien sûr précisément régulées. On a commencé notre troisième cours, bien notre troisième cours, bien deuxième cours deuxième cours de fonction rénale, fonction tubulaire. On a parlé du sodium. Et on a vu que l'excrétion urinaire, elle est seulement de 150 millimoles par 24 heures. Pourtant, la filtration, elle est énorme. C'est 25 200 millimoles par 24 heures. Ça veut dire que 99% de la charge filtrée est réabsorbée. Il y aura élimination dans l'urine que 150 millimoles par 24 heures. Cette 99%, elle est réabsorbée par des co- et contre-transporteurs, et même par des canaux de fuite facilités. Donc, à la fin du tube contourné, donc au proximal, on va avoir donc une urine qui est iso-osmotique. À la pointe de quoi? De l'once de LA, donc on aura donc une osmolarité, et une hyposmolarité à la fin de la branche ascendante large. Au niveau de la branche ascendante large, on a ce transporteur donc très important, c'est un KCC2. C'est le lieu d'action du furosémide, d'un diurétique qui est appelé diurétique de Lens. Le furosémide, c'est bien le Lasix, c'est le nom de médicament, le nom commercial, furosémide. Donc il agit à ce niveau. Au niveau du tube contourné distal et du tube collecteur, donc il y a les cellules principales, avec des transports qui sont inductibles, ils seront transporteurs inductibles par ce qu'on appelle l'aldostérone, par une hormone, l'aldostérone. C'est là où se fait l'ajustement fin du sodium. C'est le lieu d'action aussi des hormones au niveau du tube contourné distal. Donc il y a les thiazidiques, les diurétiques thiazidiques. Et au niveau là où il y a donc où elle agit l'aldostérone, les anti-aldostérones. Les anti-aldostérones. C'est des médicaments dirigés contre l'aldostérone. L'aldostérone, elle est antinatriurétique. Elle augmente la réabsorption du sodium. La régulation, on a parlé de régulation. De régulation, oui, il y en a une régulation, il y en a partout les régulations. On a parlé de protéines. Ça, c'est des protéines de transport. Les protéines sont synthétisées, c'est la génétique qui va intervenir. Donc une protéine, c'est de la génétique, c'est un gène, c'est une transcription, etc., acide aminé, etc. Formation, bien synthèse d'une protéine qui sert à être transport membranaire. En plus, il y a des stimulants de l'activité de ces protéines. Et il y a des inhibiteurs qu'on a cités dans le cours.
Et bien sûr, donc, il y a une régulation du flux aussi. Une régulation neuro-hormonale, le flux de réabsorption. Donc, il y a certains qui augmentent cette réabsorption, il y a certains qui diminuent ce flux. Avec bien sûr donc une intervention d'une hormone qu'on a parlé, qui intervient au niveau proximal. C'est la PTH qui inhibe la réabsorption de phosphate au niveau du tube contourné proximal. Donc la réabsorption de sodium varie d'un individu à un autre, mais en général, donc, elle varie donc selon ces facteurs de régulation qu'on a cités. Elle est environ de 65% au niveau du tube contourné proximal, 25% au niveau de l'anse de lait et 9% au niveau du tube contourné et tube distal et tube collecteur, qui sont le lieu, ces 9% sont le lieu d'ajustement selon les besoins par l'aldostérone, selon les besoins de l'organisme par l'aldostérone. Deuxième électrolyte qu'on a donc parlé, c'est du potassium. Le potassium, il est très important. C'est le cation le plus abondant dans le milieu intracellulaire, mais on ne trouve que 100 milli-équivalents par 24 heures. Et on doit parler de la régulation de l'excrétion urinaire de Comment est régulée cette... Pourtant, donc, on a une filtration importante du potassium. Pourquoi donc on a seulement 100 milli-équivalents? Donc il y a une régulation. Cette régulation, donc, elle est lente. De l'excrétion urinaire, de l'élimination urinaire du potassium. Tout simplement parce qu'il y a une réabsorption, une sécrétion passive, active secondaire, dans l'os de lait, passive dans le tube contourné distal du collecteur sous l'effet de l'aldostérone. C'est pour cela qu'on a dit qu'elle est lente. Et elle est rapide pour la kaliémie. La kaliémie dont l'hypo et les pères sont fatales. Elle doit être rapide. La régulation, on a parlé de l'apport en potassium, en sodium, de l'aldostérone, de l'alcalose, du débit tubulaire. Tout ça augmente la sécrétion, augmente l'excrétion urinaire. Et l'acidose, par exemple, diminue la sécrétion et diminue l'excrétion urinaire de potassium. L'acidose entraîne plus d'une hyperkaliémie, alors que l'alcalose peut entraîner une hypokaliémie. Et l'hypo ou bien l'hyper sont fatales. Le sujet peut mourir par une augmentation de la concentration de potassium dans le sang. Plus de 6, c'est un trouble du rythme. Plus de 10, c'est un arrêt cardiaque. Trouble du rythme sévère et ça peut arriver jusqu'à arrêt cardiaque. Même l'hypokaliémie, elle est aussi fatale. Elle est dangereuse. On a vu aussi l'équilibre phosphocalcique et magnésiémie. On a parlé du phosphate, dont la réabsorption elle est inhibée par la PTH dans le tube contourné proximal, alors que cette dernière, PTH, stimule la réabsorption du calcium dans le tube contourné distal, dans les tubes distaux, avec bien sûr un transfert paracellulaire et transcellulaire, avec un transfert paracellulaire et transcellulaire. Et on a dit que le rein participe à la régulation phosphocalcique. Et l'action des différentes hormones donc agissent à ce niveau. Il y a une régulation de l'excrétion urinaire de ces différentes électrolytes, phosphate, et calcium et magnésium, le nictimère. Donc ça diffère entre le matin et le soir, l'âge, l'enfant, la femme ménopausée, le jeûne prolongé, jeûne avec un chapeau sur le U, et les apports en calcium, en phosphate, en magnésium, donc eux aussi interviennent dans la régulation de l'excrétion, donc en augmentant ou en diminuant l'excrétion urinaire de ces différents électrolytes. L'hyperhydratation, bien l'expansion du liquide du compartiment extracellulaire, ou bien déshydratation, l'acidose.
La PTH, donc on a dit, la calcitonin, le glucagon et la vitamine. Tout ça intervient dans la régulation de l'excrétion urinaire de ces différents électrolytes. Et on a parlé aussi de l'eau, dont la réabsorption elle est obligatoire au début, au tube proximal, et elle est ajustée par quoi? Elle est ajustée au niveau distal, par le gradient cortico-papillaire et l'ADH, le gradient cortico-papillaire et l'ADH, et l'hormone antidiurétique. Et le gradient, il est déterminé par quoi? Par la branche ascendante large qui est perméable donc aux osmoles, donc qui est non perméable à l'eau, alors que la branche descendante fine, elle est perméable à l'eau et non perméable au sodium, et la forme de l'anse de L en épingle à cheveux, on épingle à cheveux de l'anse de L, et aussi la perméabilité du tube contourné, du tube collecteur médulaire, sous l'action bien sûr de l'hormone antidiurétique, et aussi des vasa recta, des vasa recta, c'est la particularité, la particularité structurale, vasculaire des médulaires, de la médulaire, de l'anse de Henle, tube collecteur médulaire. Et bien sûr, avec l'intervention de l'ADH, bien l'hormone antidiurétique, elle est appelée hormone antidiurétique, et elle est appelée aussi vasopressine, parce qu'elle a deux rôles, en agissant sur des récepteurs membranaires, V1, V2. V2, c'est l'hormone antidiurétique, et V1, c'est la vasopressine, c'est la vasoconstriction et vasodilatation. L'urée aussi participe donc à 40%, donc aussi à ce gradient cortico-papillaire. Et on a vu le recyclage de l'urée. On avait aussi donc la dernière partie qu'on n'a pas bien expliquée donc pour la première section 1, c'est la régulation du pH sanguin. En résumant, ce qu'on doit dire, c'est que la réabsorption luminale de bicarbonate, elle ne se fait pas grâce à des transporteurs spécifiques. Donc elle se fait d'une façon indirecte grâce à l'anhydrase carbonique qui existe à ce niveau. Formation d'acide carbonique, dissociation en CO2H2O. Là, le CO2H2O, c'est eux qui vont passer à l'intérieur de la cellule. Il y aura formation d'H2CO3, dissociation HCO3- et H+. Et l'HCO3- c'est lui qui va passer par des transporteurs basolatéraux. Bien sûr, réabsorption du bicarbonate dans la lumière, de la lumière vers le milieu interstitiel, et excrétion des ions H+. Excrétion des ions H+, sous quelle forme? Sous la forme libre. Sous la forme libre, c'est elle qui rend l'urine acide. Bien sûr, il y a l'intervention des acides faibles pour affaiblir cette acidité. C'est ce qu'on appelle l'acidité tétrable. L'acidité tétrable grâce à des sels d'acide faible. Bien sûr, il n'y a pas que l'acidité tétrable, il y a l'ammoniac. L'ammoniac, l'origine de l'ammoniac, c'est quoi? C'est la glutamine. L'ammoniac qui existe sous deux formes, donc NH3, base d'ammoniac, et ion d'ammonium, NH4. Le NH3, donc, dans la lumière, il va se lier donc à l'H+, donc au proton, pour former ce qu'on appelle l'ion ammonium. L'ion ammonium. Et quand vous lisez les diapos de la régulation du pH sanguin, donc vous comprenez mieux. Donc la réabsorption de HCO3-, donc elle est indirecte, grâce à l'anhydrase carbonique qui existe donc au niveau luminal et au niveau intracellulaire.
et l'excrétion de protons qui existent dans l'urine sous la forme libre qui nous donne cette urine acide, et l'acidité, ou bien sous forme d'acidité titrable, c'est des sels d'acide faibles qui vont se lier donc aux protons pour affaiblir donc l'intensité de l'acidité, et l'ion ammoniac, si on peut dire, et bien l'ammoniac, dont l'origine donc c'est la glutamine. Dans l'urine, on va trouver des déchets endogènes. Parmi eux, donc, on a l'acide urique, qui est un anion. L'acide urique, là, donc, qui subit une réabsorption, une sécrétion, une réabsorption post-sécrétoire, et excrétion, donc, seulement de 10%. Si 100%, donc, il est filtré, 50%, 40%, donc, on l'a vu dans un schéma, 10% seulement est excrété dans l'urine. Cette excrétion d'acide urique, elle est majorée par lorsqu'on a une hyperuricémie. Et on a dit que l'acide urique dérive du catabolisme des acides nucléiques. DNA ou la hyperuricémie, œstrogène. Aussi les œstrogènes, c'est des hormones. C'est des hormones endogènes ou bien exogènes, donc ramenées par des médicaments. L'hyperhydratation aussi, et sont réduites par la déshydratation, par les diurétiques. L'excrétion urinaire, donc, elle est réduite d'acide urique, elle est réduite par les diurétiques. Donc, les diurétiques peuvent augmenter notre acide urique dans le sang. Et l'acide urique, quand il va donc augmenter dans le sang, donc il peut nous ramener jusqu'aux gouttes, la goutte, donc ce qu'on a parlé donc au premier cours. L'hyperlactacidémie, augmentation de l'acide lactique dans le sang. L'acidose, l'exercice physique, tout ça entraîne une réduction de l'excrétion urinaire de l'acide urique. L'angiotensine, la noradrénaline, le pH alcalin solubilise les urates. Le pH alcalin solubilise les urates. L'acide urique est responsable aussi de lithiase urinaire. Il y a parfois, on aura des lithiases d'origine urique. Dont qu'est-ce qu'on demande au sujet de boire donc des boissons alcalines. Alcalin, pourquoi? Pour solubiliser ces urates. Les anions partagent le même passage que le pH. Et l'urate, donc, fait partie de ces anions. Et on a parlé de l'acide urique, et on a parlé aussi de la sécrétion de pH. Pour les cations, il y a une sécrétion active par des échangeurs, donc H+, cation. Le glucose, c'est une réabsorption active au niveau du tube contourné proximal par un transporteur, donc le SGLT2, dont le TM, le transfert maximal, donc est de 373 mg par minute. Et aussi, c'est un lieu d'action, ce transporteur, donc c'est un lieu d'action de médicaments pour le diabète. C'est les anti-SGLT2. Si on veut, quel est le rôle de ce SGLT2? C'est là l'augmentation de la réabsorption. C'est l'augmentation de la réabsorption du glucose. Si on ne veut pas que le rein réabsorbe, on peut donner donc un traitement anti-SGLT2 pour bloquer ce transport. Donc, on va avoir donc du glucose dans les urines pour abaisser la glycémie, bien le glucose dans le sang. C'est à peu près le mécanisme de ces médicaments. Pour les acides aminés, donc c'est une réabsorption active par ce qu'on appelle le cotransporteur sodium acide aminé. C'est au niveau du tube contourné proximal. Pour les peptides et les protéines, donc sont hydrolysés en acide aminé grâce à la bordure en brosse du tube contourné proximal, est réabsorbés. Et certaines protéines donc qui restent, qui peuvent donc passer, donc il y a une quantité de protéines qui peut passer dans le fil, donc qui peut être filtré, vont subir une endocytose hydrolysée à l'intérieur de la cellule en acide aminé qui seront transportés donc
on a, qui seront transportés vers les vaisseaux tubulaires, péritubulaires. Il y a peu d'acides aminés, il y a peu de protéines qui vont passer dans l'urine. À peu près, donc, c'est inférieur à 200 mg par 24 heures. Et on a dit une conclusion, que la réabsorption et la sécrétion tubulaire sont des processus très importants pour le maintien de l'homéostasie de l'organisme. Et elles sont extrêmement organisées dans les différents segments du tubule rénal et précisément régulées. Et subhanallah, elles sont extrêmement organisées, tube contourné proximal, 65%, 25%, etc., 85% pour le potassium, et précisément régulées. Bien sûr, avec la partie distale qui sert à ajuster, à l'ajustement fin des différents composants. Et je pense qu'on a fait le tour sur les cours de physiologie du système urinaire. Et je vous souhaite une bonne chance. Inch'Allah. Et merci pour votre écoute.